Au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, nous vous proposons une immersion dans ce qui fut l'un des plus hauts lieux de la politique française du XXe siècle, l'ancien siège du Parti socialiste, au 10 rue de Solferino à Paris, dans le 7e arrondissement. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. C'est à l'architecte Jean-Paul Viguier et à son agence que le groupe Apsis, acquéreur du 10 Solferino, a confié la restructuration de ce lieu à la valeur patrimoniale et historique exceptionnelle, dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Jean-Paul Viguier, que nous avons rencontré sur site, nous explique pourquoi il s'est totalement investi dans cette opération emblématique. Écoutez, c'est un projet qui, pour moi, était essentiel pour la ville de Paris. C'est-à-dire qu'il représente cet ancrage historique de la ville, à la fois dans l'Ancien Régime, puisque la partie dans laquelle nous nous trouvons ici est 18e siècle, et c'était avant la Révolution, hein, et elle a cette qualité, cette sorte de classe de l'architecture française de l'époque. Et un deuxième bâtiment a été construit ensuite pendant la période haussmannienne, c'est-à-dire la deuxième partie du 19e siècle, qui a été fait au moment de la construction du tracé de la rue de l'Université. Et ces deux parties ont été assemblées pour former un tout. Et elles ont été terminées au XXe siècle par un bâtiment à la manière d'eux, qui est juste derrière nous, qui a l'air ancien mais qui ne l'est pas du tout. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la fabrication de la ville. C'est-à-dire c'est cet assemblage successif d'époques qui forment des ensembles. Et ces ensembles, il faut à la fois que l'architecte, c'est-à-dire c'était mon travail, je réponds à votre question, que l'architecte rende lisibles ces parties. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une partie du 19e, l'autre du 18e, l'autre du 20e, donc, et qu'on puisse lire qu'est-ce qui a guidé la main de l'architecte à ces différentes époques, mais qu'en même temps, elles forment un ensemble réutilisable aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut mettre le mouvement dans une forme de modernité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'un utilisateur aujourd'hui, avec des préoccupations d'aujourd'hui, que vous connaissez puisque c'est un immeuble de bureau et de prestige et de représentation, il faut qu'un utilisateur d'aujourd'hui il trouve son compte dans son désir de faire travailler des gens à l'intérieur au XXIe siècle, quoi. Voilà. Alors c'est à la fois passionnant, mais c'est à la fois compliqué de travailler sur de l'existant, avec justement ce que vous l'avez dit, la modernité à mettre en place, les nouvelles normes, en plus les critères d'aujourd'hui qui sont quand même très exigeants en matière de bas carbone, de développement durable. Comment vous avez travaillé ? C'est un travail de patience, hein. D'abord c'est un travail de connaissance, il faut faire un travail en profondeur pour connaître l'histoire. Donc nous sommes aidés là par des nouveaux métiers qui se sont déclenchés, qu'on appelle nous la narration urbaine, c'est-à-dire que des historiens qui amènent des archives, qui amènent des documents qui permettent de connaître comment s'est fabriqué petit à petit ce bloc et cette histoire. Donc il faut commencer par connaître. Ensuite il faut aussi identifier quel est l'ancrage réglementaire ici qui est très puissant, hein, puisque nous sommes dans le plan de sauvegarde du 7e, catégorie A. En clair, ça veut dire que vous avez le droit de toucher à rien, quoi. Donc même pas une fenêtre, rien. Et donc il faut donc commencer un dialogue avec les services de l'État, avec l'architecte responsable qui ici était Maviel, l'architecte responsable du plan de sauvegarde, et commencer à discuter pour savoir qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui reste dans le cadre de la préservation historique, comment on peut d'une certaine manière faire bouger ce bâtiment pour le remettre dans l'époque tout en lui gardant ses qualités historiques, quoi. Voilà. Donc, et ça, ce dialogue est long. Parce que évidemment il est délicat, il est soumis à l'État français qui est l'arbitre, le juge pour autoriser ou ne pas autoriser certaines modifications. Et ici, oui, et pour l'architecte, le jeu est qu'à la fin, lorsque vous avez modifié quelque chose, il faut que lorsque vous regardiez le bâtiment, vous ayez l'impression que ça a toujours été là, quoi. Voilà. Justement, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez imaginé ? Oui, en grande partie. C'est-à-dire ce dialogue a été, dans le cas de la rue Solferino, assez fécond. Parce que tout le monde a été convaincu, y compris ceux qui étaient responsables de cette partie historique, que la ville doit être en mouvement. C'est-à-dire que si vous figez une partie de la ville, quelque part, ce qui est le cas avec un plan de sauvegarde, hein, la ville décline. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus entretenir, mettre en valeur, restaurer, voyez, un patrimoine si vous ne lui donnez pas du souffle, de la respiration, si vous ne l'autorisez pas à s'adapter à l'époque contemporaine. Pour terminer, Jean-Paul Viguier, vous nous l'avez dit, on vient de vous écouter, on sent la passion que vous avez de la ville de demain. Est-ce que justement un bâtiment comme celui-ci, ça sert d'exemple à ce que peut être la ville de demain, et à travers ce que l'on vient de traverser avec la crise du Covid, comment vous l'imaginez, vous, en tant qu'architecte, la ville de demain ?
Oui, je pense que c'est très important. D'abord parce que les centres-villes, vous le savez, avaient tendance à être abandonnés, désertés au profit des zones périphériques. Donc il y a un intérêt renouvelé pour le centre-ville qui a été questionné pendant le Covid, puisque la densité du centre-ville, vous voyez, n'était pas adaptée aux épidémies, quoi. On avait l'impression d'une trop grande proximité, d'une absence d'espace extérieur, etc. Donc il faut démontrer que le centre-ville s'adapte à cette question de la modernité et des nouvelles exigences. Donc ça, c'est très important. Et moi, je me suis un peu acharné là-dessus, puisque ce bâtiment fait suite à quelques autres que j'ai livrés récemment. L'ambassade du Canada, rue du Faubourg Saint-Honoré, qui était un immeuble de 1892, donc qu'on a complètement transformé pour en faire une ambassade. Le flagship de Chanel, rue Cambon et rue du Faux aussi, là où on a rassemblé 3 immeubles du 17e, 18e et 19e siècle pour en faire un seul bloc à l'usage de Chanel, 7 immeubles ici de la rue de Solferino. Donc chaque fois nous démontrons que le bâtiment il gagne dans son côté flamboyant historique, c'est-à-dire qu'il faut remettre en valeur, il faut qu'il y ait un wow effet sur l'architecture du XVIIIe siècle, quoi. On regarde et on dit c'est que c'était beau, quoi. Mais en même temps il est moderne, voilà. Et cet effet waouh, nous l'avons eu incontestablement en découvrant les extraordinaires travaux de restauration menés au 10 Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Le 10 Solferino a été acheté, lorsque le Parti socialiste l'a mis en vente, par le groupe Apsis. Son président fondateur, Maurice Bancé, rencontré également sur le site du 10 Solferino avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, Maurice Bancé revient sur la genèse de cette aventure immobilière de prestige. Cette aventure s'est faite au travers comme vous le savez, de la situation du Parti socialiste qui a été amené à vendre son siège social au travers d'un appel d'offres sous pli fermé. Et notre entreprise a eu le grand bonheur d'avoir fait la meilleure proposition financière, d'avoir été retenue. Ensuite, nous avions tout de suite compris la responsabilité considérable que notre entreprise avait au regard de ce lieu chargé d'histoire et cette adresse mythique dans Paris. C'est un bâtiment qui compte énormément au regard de beaucoup de Français, de Parisiens, et également au regard du patrimoine qu'il représentait. Et donc on s'est attaché bien évidemment à comprendre l'histoire de ce bâtiment, de façon à en être le plus fidèle possible au regard de sa réhabilitation, de sa rénovation. Et nous sommes très très heureux aujourd'hui d'accueillir le siège social d'une entreprise française qui est une formidable success story française au travers de la société Interparfums, société de surcroît amie, très proche, et nous sommes ravis que cette société puisse s'installer et faire son siège social à cet endroit. Est-ce que dès le début, la destination du lieu, elle était connue? C'est-à-dire vous avez toujours envisagé de le laisser en bureau, ou est-ce qu'il y a eu d'autres projets, d'autres sujets? Non, dès le départ, nous pensions que c'était une adresse tout à fait exceptionnelle pour une entreprise pour y faire son siège social. Il y a eu des idées aussi à un moment donné par certains de transformer ce bâtiment en hôtellerie, mais on pensait que finalement, après réflexion, c'était la meilleure destination. Et toute la démarche a été de faire en sorte que, tout en conservant l'aspect patrimonial de ce projet, ce bâtiment soit doté des équipements techniques les plus modernes, tels qu'un bâtiment neuf, et nous avons d'ailleurs à ce titre obtenu des certifications environnementales les plus abouties en la matière, puisqu'on est en HQE Excellent, parce que justement on s'est attaché à faire en sorte qu'ils répondent à toutes les exigences actuelles d'un siège social d'une entreprise du type d'Interparfums. Et on sait que chez Apsis, vous tenez absolument à ce genre de critères. Hein. Le développement durable est très important pour vous. Mais dans un chantier comme celui-là, où il faut à la fois préserver le patrimoine et en même temps essayer de le mettre aux normes du jour, j'imagine que c'est quand même assez compliqué. Alors ça a été extrêmement compliqué, mais on avait la chance d'être entouré par un cabinet d'architectes formidable au travers de l'agence Viguier, notamment Jean-Paul Viguier personnellement, qui a parfaitement compris et notre ambition et notre exigence, et il y a parfaitement répondu avec ses équipes ainsi que tous les bureaux d'études qui ont travaillé dans ce chantier.
Juste savoir si au milieu il y a eu la crise sanitaire, ça a retardé beaucoup de chantiers. Est-ce que ça vous a pénalisé vous ici sur ce chantier de Solferino? Alors inutile de vous dire qu'on a beaucoup souffert bien évidemment, puisqu'on a commencé nos travaux de curage des amiantages en 2019, mais que les vrais travaux de restructuration ont démarré en 2020. Donc c'était pas forcément le meilleur moment. Donc on a beaucoup souffert. Il y a eu effectivement un décalage de planning qu'on n'a pas pu éviter. Fort heureusement, les équipes d'Interparfums, les équipes d'Apsys ont travaillé en parfaite intelligence, ce qui va nous permettre de recevoir les équipes d'Interparfums pour qu'elles puissent travailler sereinement dans ce magnifique bâtiment. Et justement, le Covid, est-ce que ça a modifié des choses dans l'agencement, dans ce qui avait été prévu au départ, sur les modes de travail, l'organisation? Non, il n'y a pas eu de modification par rapport au projet. Il y a eu une adaptation du planning et de mode de réalisation des travaux parce qu'on a eu du mal à s'approvisionner, on a eu du mal à trouver les ressources humaines nécessaires pour réaliser les travaux. Mais les entreprises ont été formidables aussi et finalement tout est rentré dans l'ordre avec quelques semaines de décalage. Pour terminer, Maurice Bancé, est-ce que pour Apsys, c'est aussi un test, un exemple, ce chantier-là par rapport à d'autres chantiers que vous pourrez faire par la suite? En fait, si vous voulez, le positionnement, cette opération est très très importante dans le positionnement d'Apsys en tant qu'acteur urbain d'opérations multifonctionnelles. Nous sommes des passionnés de la ville, nous réalisons des opérations aujourd'hui de bureaux, de logements, d'hôtels, d'espaces publics, des grandes opérations bien sûr de commerce et loisirs, de développement urbain. Et donc ce positionnement est très important pour nous et cette opération est véritablement caractérise ce positionnement atypique de notre entreprise. Maurice Bancé nous l'a dit, c'est la société Interparfums qui s'installe désormais au 10 Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licences mondiaux et exclusifs. Établir son siège parisien dans ce lieu historique et prestigieux n'est pas un choix anodin. C'est ce que nous explique Philippe Santi, directeur général délégué de Interparfums. Ce qui nous a orientés vers ce siège, en fait, c'est plutôt une opportunité. Nous étions locataires de 2 sites au 4 et 1 rond-point des Champs-Élysées depuis fort longtemps et nous avions l'idée de regrouper les équipes sur un même site. Nous avons visité un certain nombre de lieux sur Paris, essentiellement dans le Triangle d'Or. Nous en avions trouvé un en pleine rénovation au bas de l'avenue Georges V et pour diverses raisons, nous n'avons pas donné suite et nous avons eu l'opportunité de visiter le 10 rue de Solferino et même d'en faire l'acquisition. Chez Interparfums, avez-vous eu des exigences en matière d'agencement? Ce n'est pas tellement des exigences, c'est que nous leur avons expliqué la façon dont nous fonctionnions au rond-point des Champs-Élysées avec des bureaux haussmanniens, des bureaux souvent individuels ou par 2 ou par 3. Et finalement, la façon de construire l'implantation, c'est un peu basé là-dessus, avec certains espaces de coworking, plus de salles de réunion. Mais finalement, on a calqué un peu notre façon de fonctionner du rond-point des Champs-Élysées. En fait, c'est un petit peu à contre-tendance, je dirais, aujourd'hui, où la plupart des sociétés font des espaces très très open, hein, des open space. Vous avez choisi de garder, vous l'avez dit, il y a quelques salles de réunion, mais vous avez choisi de garder en fait certains bureaux fermés, si on peut dire. C'est plutôt notre mode de fonctionnement. Avec des petites équipes qui se rencontrent très souvent. Donc même si le télétravail a une petite part dans notre activité à ce jour, elle reste minoritaire. Les gens ont besoin de se voir, de se parler. Heureusement, il y a un aspect qui est l'olfaction, donc on a besoin évidemment de sentir les produits et les jus sur lesquels les équipes marketing travaillent. Donc il n'y avait pas de raison qu'on change très fortement cette façon de fonctionner qui a plutôt fait notre succès sur ces 20 dernières années. Est-ce que c'est juste un espèce de bureau pour vos collaborateurs ou c'est aussi un lieu d'attrait pour vos clients? Parce que c'est un très bel espace.
Absolument. C'est aussi un lieu d'attrait pour nos clients et ce que j'appellerais de façon plus large nos parties prenantes. Le 4 rond-point des Champs-Élysées, pour une petite société qui n'avait pas tellement pignon sur rue il y a 20 ans, c'était aussi un facteur d'image vis-à-vis de nos clients, même si nos clients aujourd'hui, ils nous connaissent et on a plutôt les mêmes depuis parfois 20 ou 25 ans. C'est aussi une image par rapport aux marques que nous représentons dans un univers plutôt de luxe. Donc ce sont les deux éléments sont importants en termes d'image et pour nos collaborateurs. Comment est-ce que vous envisagez avec ce lieu prestigieux les nouveaux usages en matière de travail ? Vous avez inclus du télétravail également avec vos collaborateurs ? Absolument, c'est par la force des choses au plus fort de la pandémie, nous avons effectivement et assez rapidement mis en place les outils pour que tout le monde puisse travailler à distance. Nous avons vécu différentes phases avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 jours au fur et à mesure des différentes vagues et nous avons continué avec une petite dose de télétravail qui est une souplesse pour l'ensemble des collaborateurs, mais minime. Là encore, l'idée, on a besoin de se voir. Les caractéristiques de la société, c'est plutôt sa réactivité et sa souplesse. Et pour ça, il faut se voir, il faut pouvoir prendre des décisions rapides. Donc même si le télétravail a sa place, il n'est que minoritaire. Cela dit, nous avons aussi des espaces pour nous parler, des espaces de coworking, une très jolie terrasse et 2 cours que nous pouvons aussi utiliser pour certains événements, un auditorium que nous n'avions pas au rond-point des Champs-Élysées. Donc les modalités, l'organisation a légèrement évolué, mais n'a pas fondamentalement changé. Mais est-ce que ce 10 Solferino, c'est quand même un moyen supplémentaire et de prestige d'accroître vos activités ? Même si c'est un plus en termes d'image, nous ne l'avons pas voulu en tant que tel et uniquement pour ce fait. Nous avons 3700 mètres carrés qui sont pratiquement assez remplis, fonctionnels. Ça nous a permis de regrouper les équipes, d'avoir un auditorium que nous n'avions pas, un parking que nous n'avions pas. Donc c'est un plus. Maintenant, ça aurait pu être à un autre endroit de Paris. Disons que c'est un plus parce que c'est un très bel endroit, un immeuble qui a son passé, première pierre en 1772, qui est aussi dans un quartier très, très agréable. Pour terminer, comment se déroulent les premiers jours d'installation ? Je ne sais pas si vous êtes complètement installé ou pas encore. Nous ne sommes pas complètement installés, encore des cartons sur certains étages, encore des choses qui manquent, comme vous le savez, le sourcing de composants, quelle que soit la nature des entreprises est compliqué, donc il y a certains délais pour avoir des meubles complémentaires, des chaises complémentaires, des placards complémentaires, mais tout ça va se mettre en place. On est là que depuis une dizaine de jours, donc c'est très très récent, mais ça se passe plutôt bien. Et le 10 Solferino dans le 7e arrondissement de Paris, riche de son histoire, démarre désormais avec la société Interparfums une nouvelle vie. Merci à nos différents intervenants et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.